Bonsoir, bienvenue à Orléans, bienvenue dans cette salle, je vous en prie, prenez la lumière. Bonsoir. 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 Ça ne veut pas être mieux, d'accord. Oh. Vous allez bien? Vous avez passé un bon moment? Vous voulez en passer un meilleur? On est très heureux d'être là, dans votre magnifique ville, qui est vraiment impressionnante. On a vu la cathédrale éclairée, là, ce soir, c'était magique. Et on a très bien mangé, pendant que vous regardiez le film. Donc on est très heureux d'être là, on est très heureux d'accompagner le film, parce que c'est un film, en tout cas pour moi, et je pense pour nous, qui compte. Et on est toujours très heureux de pouvoir échanger et parler après les... Donc vous êtes en fait les premiers à le voir, hein, parce que voilà, le film sort le 27 décembre, donc on sillonne la France, mais c'est vrai que vous faites partie des premiers à le voir. Voilà. Donc, vous êtes notre public préféré, vraiment. Est-ce qu'il y a peut-être, avant de passer aux questions du public, une petite question juste de ce film qui traite de tas de sujets. C'est Karine, vous l'avez écrit en partie avec Vincent. Et d'où est-ce que, enfin, quel sera le thème qui vous a le plus... Est-ce que vous avez eu chacun un thème et chacun a apporté son thème et c'est la réunion de deux thèmes qui vous portaient au cœur, ou alors est-ce que vous avez voulu tout traiter comme ça, le féminisme, la spirale de la violence, une partie de l'histoire qui vous intéressait, ou c'est une partie de l'histoire de France qui est... On a surtout voulu, je pense que le film fasse écho au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il y a plein de choses comme ça qui résonnent, je pense, avec aujourd'hui. Et puis, au tout départ, c'est vrai que moi, j'ai toujours pensé qu'il manquait un film sur le sujet, parce que c'est vrai que le duel a toujours existé, en fait, comme le dit le carton de fin. Depuis le Moyen-Âge, en fait, on se bat en duel, et ça s'est arrêté avec le dernier combat qui était en 1967, avec un certain Gaston Defferre. Mais c'est vrai qu'il y a une période folle entre 1881 et 1989, avec la libération de la presse, c'est-à-dire que les journalistes pouvaient mener une enquête et sortir l'article sans passer par la censure de l'époque. Et donc, du coup, il y a une remontée du duel à partir de 1881, une sorte de rage du duel, et dont le film fait état. Et c'est vrai que tous les personnages que vous voyez dans le film sont inspirés de gens qui ont vraiment existé. Marie-Rose Astier de Valzer, je suis très heureux qu'on puisse en parler aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on l'a oublié, qu'il ne faut pas l'oublier, que c'était une femme très moderne, très en avance sur son temps. Et telle que vous la voyez sur le film, à mon avis, ça ne devait pas être très loin de celle qui a vraiment existé, parce que ça a vraiment été inspiré d'elle. Il y a même une composition, par exemple la deuxième fois qu'elle joue du piano, vous savez, les plans comme ça qui partent ensuite jusqu'à la salle d'armes, avec l'aube, jusqu'à la veille du combat, quand elle s'habille en garçon. Et bien ce morceau-là est vraiment inspiré directement d'une de ces partitions que j'ai retrouvées. Et puis les autres, tous les autres personnages sont inspirés de le Ferdinand Massat, joué par le merveilleux Damien Bonnard, là, qui se bat contre elle. Lui aussi, c'était un rédacteur en chef du Petit Journal, hein, qui s'est vraiment moqué d'elle dans la presse, en fait, qu'il a régulièrement, qui a envoyé comme ça des salves d'insultes contre elle, et elle ne pouvait pas se défendre, en fait. Elle l'a provoqué maintes fois en duel, et c'est vrai qu'elle ne s'est jamais battue contre un homme, mais le film lui offre ce duel. Et donc ça fait du bien. Voilà, et puis ce film forcément fait écho, cette période fait écho à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, parce que c'est un monde où c'est une période de bascule entre un monde qui change, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui, avec beaucoup de choses aujourd'hui, où on est dans un moment de bascule aussi,
dans un moment d'un monde qui change à tous les niveaux. Donc du coup, il y a une résonance immédiate. Donc quand on est dans une écriture comme ça, de personnages qui... en fait, on réalise en fait à quel point l'histoire, les choses se répètent, en tout cas humainement. Et en fait, le personnage de Marie-Rose Astier-Walzer, comme ça, qui rentre comme ça, à grand fracas, dans ce monde d'hommes, je trouve qu'elle rentre par une porte honorable, parce que en fait, ce qu'elle veut, elle, il y a une question d'honneur et de dignité. Et voilà, donc du coup, voilà, je dois dire que c'est un... Voilà. Voilà. Et puis aussi, il y a l'idée de la guerre aussi, qui est là, et qui nous abîme. Et donc, en fait, donc, même si c'est pas nous qui la faisons aujourd'hui, on est entouré et traumatisé par les guerres du monde qui nous entourent. Et quand on voit, en fait, ces personnages qui sont tous abîmés par la guerre, on voit bien que les dégâts que ça fait sur l'humanité. Et vous, Noam, je me permets de vous féliciter pour votre mort, que je disais tout à l'heure, une des plus belles morts du cinéma français. Moi, je n'ai pas vu d'aussi belle mort aussi réussie, de belle durée. Comment vous êtes-vous retrouvé sur ce sujet et qu'est-ce qui a pu vous plaire sur ce sujet aussi? Moi, j'aimais beaucoup la mort, c'était quelque chose que dans ma vie, j'adorais la mort. Non, le sujet du film, en tout cas, moi, c'est des films d'action comme ça, d'épée, films d'époque, c'est un truc qui ça me transcende. Vous voyez, juste porter un vêtement d'époque, je vous promets que c'est quelque chose d'extraordinaire, surtout dans un film. Après, je ne sais pas si vous avez l'occasion de le faire dans des soirées déguisées, mais en tout cas, dans un film, c'est vraiment superbe. Et après, moi, je me suis retrouvé ça via un casting. Moi, j'avais fait un film qui s'appelait Les Amandiers. J'ai passé dans la salle, il y en a qui l'ont vu. J'avais des cheveux longs. Personne, c'est plaisir. Valéria Bruni, Valéria Bruni. Après, il a fait Trintignant. Et après, j'ai joué Jean-Louis Trintignant, mais c'était pas encore sorti. Et Vincent avait pu voir ce film-là. Et Karine et Valéria m'avaient suggéré, donc j'ai passé le casting. Et évidemment, c'était un combat dès le début. Je devais aller me battre pour aller choper ce rôle. Et après, je devais aller me battre dans le film. Et j'étais obligé de perdre. Évidemment, dans la vraie vie, ça ne serait pas passé comme ça. Mais, voilà. Et en tout cas, c'était une expérience extraordinaire. Et je t'ai déjà remercié, mais encore merci Vincent. Franchement, merci beaucoup. Mais c'est vrai qu'avec toi, j'ai tué finalement le jeune premier en moi en te passant le flambeau. Et j'ai récupéré. Voilà. J'ai récupéré. Et comme dans Koh-Lanta, on va finir le premier. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Voilà, une question là-bas. Merci. Déjà, merci pour ce spectacle. Moi, j'ai beaucoup aimé le film. Alors, je voulais juste revenir sur un des commentaires. Vous faisiez une référence à l'actualité, enfin aux actualités à notre époque, on va dire. Et je trouve que paradoxalement, l'affaire d'honneur, c'est pas trop d'actualité. C'est une notion qui je dirais, est un peu surannée maintenant. Bref, c'était pas ma question. En fait, ma question. Mais on va y revenir. Ma question, c'était essentiellement savoir qu'est-ce qui a prévalu au choix des acteurs. Voilà, quels sont les traits de caractère qui vous ont amené, je dirais, à faire jouer Dora Tillier et puis Roche Dizem dans leurs rôles respectifs. C'est-à-dire qu'il y a cette chose assez magique quand on écrit un scénario et à un moment donné, l'étape suivante est que les personnages qui sont sur le papier s'incarnent en fait. Et que j'avais quand même régulièrement des flashs de Rushdie pour le personnage de Lacaze, un homme qui a connu la guerre, un homme qui a des blessures, un homme qui a été brisé en fait par l'horreur, en fait, les monstruosités qu'il a pu traverser dans la guerre. Et donc il fallait que j'ai un acteur aussi qui a un charisme qui soit un charisme assez extraordinaire. Et c'est vrai que en le voyant dans le film Le Desplechin Roubaix, pour lequel d'ailleurs il y a eu César de meilleur acteur, quand je l'ai vu dans ce rôle-là, j'étais très impressionné par en fait sa présence et son charisme, et puis
Et puis c'est vraiment quelqu'un qui est au sommet de sa carrière et qui a cette magie du cinéma et qui peut pour moi incarner je dirais, une forme de samouraï, de maître zen presque un peu comme ça. Et puis il porte en lui des cicatrices. On sent. C'est vrai que par exemple le tout premier plan du film, le film commence sur un gros plan sur lui. Et c'est vrai que dans ce gros plan-là, on sent tellement de choses, on voit tellement de choses qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui pouvaient me donner en fait un peu ces ingrédients-là, ce sentiment-là. Donc ça, c'était une chose. Et puis aussi, c'est quelqu'un d'extrêmement précis dans le travail. C'est un golfeur, donc c'est aussi un sportif. Il fait du sport tous les jours. Il fallait quelqu'un qui soit aussi athlétique. Donc il a ça aussi. Et puis mon admiration pour l'acteur. Donc ça, c'était une chose. Et de l'autre côté, Doria, elle, pareil, en fait, à un moment donné, elle était là, dans mon esprit. Et c'est vrai qu'elle ressemble à la vraie Marie-Rose Astier-Walzer. Et elle a aussi cette forme de liberté, en fait. C'est quelqu'un qui est assez cash, qui a une modernité. Et puis j'ai tout de suite senti que c'était possible pour elle de faire un film dans une autre époque, tout en étant moderne, et que ça fasse que ce soit naturel et que ça passe. Donc tous les deux ont accepté tout de suite les rôles. Et puis après, la suite du casting s'est faite. Noam a fait des essais, et puis il s'est battu. Et puis c'est vrai qu'à un moment donné, c'était évident, c'était pour lui. Et pour les autres, c'était un peu plus compliqué parce qu'il y a eu le Covid et qu'il y a eu des retards, etc. Donc du coup, il a fallu qu'on s'adapte je dirais, à l'emploi du temps de chacun. Mais pour revenir à la question d'honneur, en fait, oui, il y a quand même un rapport assez intéressant. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on parle des réseaux sociaux, mais je vois que vous parliez de politique, je crois. Donc c'est encore une autre histoire. Non, mais moi, je fais le rapport avec les réseaux sociaux. C'est vrai que à l'époque, en fait, quand on balançait quelque chose sur quelqu'un, quand on offensait quelqu'un, ça pouvait mener sur un rendez-vous organisé par des témoins avec un protocole extrêmement précis, et puis des greffiers et finalement des épées, et puis peut-être la mort au bout de ces épées. C'était quelque chose donc avec lequel on vivait. Aujourd'hui, c'est vrai que il y a ceux qui se cachent derrière les pseudonymes et qui offensent. Donc du coup, c'est vrai que la question de l'honneur c'est un peu compliqué, quoi. C'est vrai que c'est un peu difficile aujourd'hui de défendre son honneur dans cette situation-là. Mais par contre, je pense qu'il y a quelque chose qui reste et qu'on a tous en soi. C'est ce que dit le juge à la fin dans le tribunal d'honneur. C'est qu'on a tous en soi un royaume, ce que je pourrais dire une dignité. Et on la sent tous, on a tout ça en soi. Et c'est quelque chose qu'il faut préserver. Et c'est quelque chose qu'il faut protéger, il le dit lui-même. Et c'est vrai qu'en fait, c'est ça qu'ils font, mais ils le font avec des épées. On peut le faire aussi avec d'autres choses, en fait, tout simplement en essayant d'être le plus, je dirais, honnête avec sa propre dignité et sa self-esteem, comme on dit. Et puis il y a quelque chose qui est assez jubilatoire, on les entend toujours dire et formuler « je demande réparation ». Et en fait, on est dans une ère aujourd'hui où la réparation fait partie de notre siècle, où les gens demandent réparation sur des choses qui ont été faites, plus ou moins, et donc du coup, de les entendre dire cette phrase et de les entendre répéter cette phrase « je demande réparation », je trouve que ça résonne terriblement à aujourd'hui, parce que je trouve que beaucoup de la jeunesse et beaucoup de gens demandent réparation. Je ne sais pas s'ils l'obtiennent, mais en tout cas, avec ce moyen de l'obtenir. Je ne dis pas que c'est le meilleur. Oui, alors, avant de continuer le débat, je voulais surtout vous remercier d'avoir fait jouer Roche Dizem, Doria Tillier, Guillaume Nalien, qui est magnifique. Et puis, voilà. Vous féliciter pour la réalisation du film.
Mais par contre, il y a quelque chose qui, pour moi, transparaît aussi dans le film, c'est l'espèce de codification à l'extrême qu'il y avait effectivement du rapport de l'honneur à cette époque-là, et qui peut-être n'existe plus justement maintenant. C'est-à-dire que chacun a sa propre vision de son propre honneur, et vous avez fait la distinction entre honneur et dignité, c'est important. Et il n'y a plus cette codification. Alors l'idée de réparation, oui, il y a toute une armée de juridiques et autres qui entrent, mais cette codification, elle devait énormément peser à l'époque, et elle contraignait en fait les choses. Les hommes en particulier ne pouvaient pas s'en sortir de cette codification. Et justement, le rôle de Doria Tillier, il est important parce qu'elle vit dans un monde, apparemment en tout cas, où la codification est beaucoup plus légère et beaucoup plus, quand on la voit danser le flamenco, on voit le décalage qu'il y avait avec justement le rôle de Roche Dizem, où lui il est un peu incarcéré dans cette codification. Et puis l'honneur, ça dépend des quartiers et ça dépend des pays. Par exemple, là, on était en Asie et vraiment, on était à Hong Kong et on disait que quand un Chinois perd la face, vous avez un ennemi à vie. Donc du coup, ça dépend et des sociétés et des quartiers. Aujourd'hui, au quartier, l'honneur, c'est important. Donc, en tout cas, merci pour l'ensemble du spectacle que ça donne aussi. Merci. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça se mélange un peu entre l'honneur, dignité et réputation. Ouais. Après, si je peux dire un mot Non. Je vais essayer quand même. C'est aussi, on ne se défend plus de la même manière. Les époques changent. Ce qu'il y avait il y a 200 ans, on ne pouvait pas défier qui on voulait parce qu'on avait le droit de se battre. Donc la peur, elle prenait le dessus sur ça. Maintenant, la société change, ce qui est bien. Et maintenant, les armes, ce ne sont plus forcément des épées, ce sont des mots. Donc pour se défendre et pour défendre son honneur, il faut être le plus... c'est pas vraiment de l'intelligence, mais il faut être le plus lucide sur ce qui se passe et pouvoir se défendre avec des mots. Et si on y arrive à le faire, l'honneur peut toujours se défendre. Juste que maintenant, on ne peut plus aller pourfendre un mec s'il vous insulte, quoi. C'est dommage, hein, vous ne me direz rien, mais c'est comme ça. Oui, bonsoir. Bravo pour ce magnifique film d'époque. Moi, c'est sur une question plus pragmatique. C'est difficile, on le dit toujours sur beaucoup de films, de filmer du sport. Et quelque part, égrène à l'intérieur de toute la réalisation que vous faites, des combats, que ce soit même à cheval, etc. C'était pour savoir s'il y avait eu de votre part une recherche au niveau des figurants pour les membres des salles d'escrime. Est-ce qu'il y avait eu des cascadeurs? Est-ce qu'il y avait eu des entraînements faits auprès des acteurs pour justement traiter au mieux ce visuel qui est l'honneur via l'escrime en l'occurrence? Ah oui, c'est un très beau travail en fait, mais j'ai surtout une expérience en fait que j'ai mis à profit pour réaliser ce film. D'ailleurs, si j'ai fait ce film-là, c'est parce que justement j'ai connu parmi les plus grands maîtres d'armes de l'histoire du cinéma, en commençant par, je parlais de Bill Hobbs qui a fait Les Duellistes de Ridley Scott, le premier film de Ridley Scott. J'ai travaillé avec lui pendant 6 mois. J'ai travaillé avec aussi des gens qui ont travaillé sur les films chinois, avec de Ang Lee, les Tigres et Dragons, les Poignards Volants. J'ai travaillé avec Michel Carliez, avec qui j'ai fait Fanfan la Tulipe, Le Bossu. J'ai fait La Reine Margot avec lui, et puis beaucoup d'autres choses. Donc du coup, j'ai vraiment une expérience en fait. Je suis un peu spécialisé dans les chorégraphies armées, comme je les appelle. Et donc c'est parce que j'ai cette expérience-là que j'ai voulu faire un film sur le sujet, le connaissant bien. Et surtout parce que je voulais... parce que je pensais qu'il manquait un film sur le sujet du duel. Il y a le film de Ridley Scott, mais c'est début du siècle du 19e. Ça, c'est sur la fin, c'est vraiment justement à l'aube d'un monde qui change. C'est ça qui est intéressant. On va vers l'industrialisation, et puis on quitte un autre monde, celui d'avant, que j'incarne dans le film. D'ailleurs, mon personnage de Bercher, c'est un peu ça. Et puis d'ailleurs, même le personnage de Roche Dizem, qui lui, en fait, arrive en fait, à faire le passage
grâce à cette rencontre avec Astier. Mais c'est vrai qu'il y a eu un très très gros travail. Les acteurs ont beaucoup souffert, ils ont beaucoup travaillé. Ils ont travaillé pendant pratiquement 4 mois. Parfois c'était des 4 heures par jour, non, c'est ça, avec des coachs. Enfin, à un moment donné, c'est vrai que là, il fallait qu'ils tiennent le coup, physiquement, musculairement, les tendons, les tendinites, tout ça. Et puis pour pouvoir arriver à cette fameuse vitesse, parce qu'à un moment donné, il faut rentrer en vitesse, on apprend les chorégraphies, et après il faut être dans la vitesse, et puis dans la rythmique d'un duel. Et puis je voulais surtout aussi je voulais qu'on ressente ce que moi je ressentais quand j'étais à l'intérieur d'un duel, ce que je ne ressentais jamais quand je voyais les films à l'arrivée, mes films précédents. Et donc pour cela, on a fait un très gros travail avec ma chef opératrice, avec les cascadeurs, bien évidemment, et donc le maître d'armes. Bon, il faut savoir que le film, il a été fait par les acteurs. Hein. Tout ce que vous voyez dans le film, à 98%, c'est les acteurs qui l'ont fait. Maintenant, intégrer une caméra à l'intérieur d'un duel, c'était tout un travail en amont avec ma jeune chef opératrice qui a fait la lumière, qui a fait un travail remarquable. C'est son 3e film, incroyable. Et elle était toute carapacée avec des protections d'un peu partout parce que les coups, parfois elle a reçu des coups d'ailleurs. Mais elle a fait un travail absolument remarquable, mais tout était vraiment... le film, on l'a fait en 39 jours, pas beaucoup. Et donc, du coup, il fallait qu'on soit extrêmement précis, donc on a fait des découpages extrêmement précis avant le film. Moi, j'ai dessiné tout le film, en fait, j'ai passé pratiquement 6 semaines à dessiner plan par plan le film. Pas vraiment comme un storyboard, mais plutôt pour ne pas oublier le film rêve, en fait, qu'on a dans son esprit quand on écrit un scénario, quand on développe un scénario. Et donc, du coup, j'avais mes combats dessinés aussi. Et donc, ça a été un travail absolument passionnant, qui souvent est un peu mis à l'écart quand on voit des films. Alors, mes références à moi, si vous voulez, mes 2 grandes références, bien évidemment, les duellistes de Ridley Scott, mais l'autre, c'était Barry Lyndon de Kubrick, où là aussi, il y a des magnifiques duels, vraiment magnifiques duels. Et donc du coup, on a voulu se mettre au niveau. Je plaisante, hein, ça. Bonsoir. Bonsoir. Bravo pour ce magnifique film. Merci. Je voulais juste savoir comment ça se passait l'écriture d'un scénario à 2. À 2 ? En fait... On s'est beaucoup battu. Voilà. On a commencé avec des dagues, des lames courtes. Avec un couteau de cuisine, exactement. Non, mais déjà, voilà, ça fait un moment qu'on travaille ensemble. On a appris à travailler ensemble. Et là, en fait, dans ce cas-là, Vincent est réalisateur. Donc moi, je suis sa co-scénariste. Mais vraiment, mon rôle en tant que scénariste, c'est de révéler, c'est d'être là et puis d'essayer de comprendre et de l'accompagner dans le film que lui a dans la tête. Donc voilà. Après, il y a quelque chose qui se fait. Je disais la dernière fois quand on était en Asie, en fait, à force d'en parler, qu'on nous pose des questions, les choses se révèlent, les choses auxquelles on n'a pas pensé. J'ai dit c'est étonnant parce que en fait, Vincent, qui est l'homme, travaille autour des fondations, de l'architecture, de tout ça, et moi je fais le foyer. Donc c'est assez intéressant de voir les petits détails, les personnages, les liens, qu'est-ce qui les lie entre eux, les formes de langage, pourquoi un s'exprime comme ci, que l'autre s'exprime comme ça, et puis aussi s'adapter à ce film qui est sur les duels, donc du coup chercher comme ça les joutes verbales, et puis et donc du coup c'est vraiment un travail de compagnon d'armes, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand un est arrivé jusqu'au bout du travail, il envoie le scénario à l'autre, hein, et puis l'autre, en fait, va creuser des choses souterraines,
Karine, elle est beaucoup dans la psychologie des personnages, elle va vraiment chercher des choses, elle va chercher dans le passé des personnages, elle va trouver des racines profondes comme ça dans chacun des personnages. Et puis après, une fois qu'elle a fait sa passe, elle me renvoie la passe, moi je repasse dessus et on a mis à peu près 1 an, je dirais, non, 1 an pour écrire un scénario. Avec un gros travail de recherche en amont, en fait. Je dirais que j'ai commencé les recherches pendant 6 mois pratiquement. Et là, j'ai trouvé des choses extraordinaires dans la littérature de l'époque, notamment les références des duellistes, ce que les duellistes lisaient, se référaient à certains ouvrages pour choisir des témoins, etc. Donc Tavernier est un personnage qui a vraiment qui a écrit un livre qui s'appelle L'Art du duel, qui est extraordinaire, qui a été écrit en 1886 et qui était une sorte de sésame, de Bible pour en fait tout l'aspect protocolaire de la mise en place d'un duel. Donc ce que vous voyez dans le film, c'était vraiment comme ça que ça se passait. Hein. C'est vraiment assez étonnant avec le greffier. Voilà, et puis voilà, moi je suis très empreinte de littérature, je suis quand même romancière, et c'est vrai que quand je pense à l'histoire, je pense souvent aux romanciers, je pense à Stefan Zweig, qui a écrit toutes ces merveilleuses biographies et sur des personnages historiques, et donc du coup je l'ai souvent en mémoire, parce que c'est un très grand fin psychologue, et en fait j'adore aborder un film dans l'histoire en ayant en tête, c'est vrai, Stefan Zweig. Une petite question, sinon moi j'en ai une concernant les scénarios, mais après, est-ce que vous êtes aussi des personnes de théâtre, hein, vous avez eu de grands maîtres, je ne sais pas Karine si vous avez écrit des pièces de théâtre ou non, je voulais savoir quelle était la différence, enfin elle semble claire cette différence, mais quelle est la différence entre l'œuvre d'un dramaturge qui va écrire une pièce de théâtre et l'œuvre d'un scénariste, sachant que c'est tout aussi... enfin, les dramaturges sont portés au pinacle lorsque leur pièce fonctionne, les dialoguistes sont parfois un peu mis de côté, quoi. Oui, en fait, ça va vraiment de... Je pense que j'ai écrit, moi, en tout cas, j'ai écrit des pièces, 2 qui sont dans mon tiroir, une qui a été jouée au Mathurin. Et c'est vrai que c'était l'amour du dialogue, parce que là, vraiment, pour le coup, on est vraiment purement dans le dialogue, même s'il y a la construction des actes, mais ce qu'il y a c'est que ça se rapproche vraiment l'écriture du théâtre et le dialogue. Et ça se rapproche beaucoup à la musique. Moi, j'écris beaucoup à l'oreille, mais même quand j'écris des romans, je les lis à haute voix à mon éditeur. Et c'est très musical. J'ai toujours l'impression, en fait, les respirations, les virgules, les silences, c'est vraiment quelque chose. Et puis quand je vais au cinéma, c'est vraiment, j'aime entendre la musique des dialogues. J'aime l'entendre aussi dans la rue. J'aime entendre les gens qui parlent. J'ai vraiment une passion pour le langage. Il y a d'autres petites questions, une dernière peut-être? Ah, courageuse. Hein? Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce beau spectacle. Moi, j'ai beaucoup aimé l'introduction avec le visage de Roche Dizem. Tout de suite, on ressent toute l'intensité qu'il va y avoir dans le film. J'ai trouvé ça très fort, le duel avec l'Espagnol au départ, parce que c'est toujours dans le respect. Et j'ai trouvé ça très beau. Après, il y a les scènes en fait d'échange à l'épée, les duels. C'était tellement intense en fait. C'est une certaine musique. C'est comme s'il y avait des paroles sans avoir de paroles. On entend en fait la musicalité des outils en fait pour ce duel. Donc moi j'ai ressenti ça. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'est que en fait Astier, elle est filmée comme un homme aussi. Et c'est très intéressant ce côté-là. Donc je voulais savoir si vraiment voilà, vous avez vraiment appuyé exprès sur le fait de la filmer exactement pareil, puisque c'est une femme avant-gardiste, une femme qui a son univers, qui est dans sa bulle. Et c'est vrai que
on est dans, il y a ce rapport avec l'actualité, cette société de, voilà, il faut avancer même quand il y a de l'adversité, et on sent ça chez cette femme, et je vous remercie pour nous avoir communiqué ça dans ce film, c'était très beau. Oh, bah, écoutez, merci beaucoup, ça fait plaisir ce que vous dites. Oui, je pense que on n'a pas fait de différence. Pourquoi faire une différence? Astier est costaud, hein. Elle est costaud. D'ailleurs, elle s'est imposée, hein, à un moment donné. Au tout départ, en fait, je voulais faire un film d'hommes, sur les hommes, en fait. Parce que la question de la... je dirais de la virilité, du masculin. Aujourd'hui, c'est une question intéressante. De l'ego. Si vous voulez, de l'ego, de l'ego mâle, si vous voulez. En tout cas, c'était au départ, en fait, je voulais vraiment... ça m'intéressait d'explorer l'idée de gens d'hommes qui ont connu la guerre et qui ont défendu leur nation. Enfin, il y avait quelque chose quand même de très profond aussi par rapport à ça. Enfin, donc, de la chair, comment était de la chair à canon. Enfin, il y a tout quand même, ça fait quand même partie de l'ADN des hommes. Enfin, il y avait quelque chose là-dedans et que je voulais explorer. Et puis, dans mes recherches, à un moment donné, il y a cette Marie-Rose Astier-Walzer qui est arrivée comme ça dans des articles de presse. Et c'est vrai que ce personnage-là, au début, en fait, n'avait que 2-3 scènes, en fait, dans le film, qui n'étaient pas prévues. Et puis après, on en a rajouté d'autres et d'autres et d'autres, parce qu'en fait, elle était tellement géniale. Enfin, on est tombé amoureux d'elle. Enfin, elle était une femme extraordinaire. Et tout coup, on s'est dit, mais c'est pas normal qu'on parle pas d'elle. Et puis, il faut qu'elle existe. Et puis, tout coup, on s'est mis à l'aimer. Enfin, elle est géniale. Enfin, c'est un personnage extraordinaire. Et puis, vous savez, moi, j'ai retrouvé plein de chansons qu'elle avait écrites, parce elle écrivait de la musique, elle écrivait des chansons, elle a écrit des textes, elle a écrit énormément d'articles pour La Citoyenne. Enfin, c'était une vraie militante, mais une militante détestée par les féministes de l'époque, parce qu'elle allait beaucoup plus loin qu'elle. Elle était trop moderne, en fait, pour les féministes de l'époque, où les femmes, elles vivaient dans un monde extrêmement codifié, des femmes d'une certaine classe sociale. Enfin, c'était très codifié. Une femme n'allait pas à un rendez-vous avec un homme s'il n'était pas accompagné de son frère ou de quelqu'un de sa famille. Elle devait porter le chapeau. Si elle ne portait pas le chapeau, elle était considérée comme prostituée. Enfin, il y avait tout. Il y a un livre comme ça entier avec tous les codes de la femme dans cette époque-là. Je ne l'ai pas lu en entier parce que à un moment donné, c'était trop. Mais c'est vrai qu'elle a réussi à s'émanciper de ce dogme, de ces codes des femmes de l'époque. Donc elle s'est vraiment imposée d'elle-même. Donc du coup, elle a pris sa place comme les autres personnages. Et c'était vraiment la magie des histoires, c'est que des fois il y a des personnages qui ne lâchent pas, en fait, qui décident de rentrer dans l'histoire. Et quoi qu'on fasse, ils s'imposent. Ça, c'est vraiment le moment moins rationnel de la création. C'est la magie, en fait, quand on est quelque part dans une zone sensible. En fait, il y a quelque chose qui s'invite là, et puis dont on est obligé aussi de faire avec. Et ça, c'est vraiment la force, pour moi, en fait, l'espoir de la vie, c'est qu'on ne meurt jamais. Parce que quelque part, en fait, tout ce qu'elle a fait est là. Tout ce qu'elle a fait est présent. Et donc, du coup, dans l'écriture du scénario, on était aussi entouré de cette Marie-Rose Astier-Walzer, et elle se réinvite à la table. Donc, c'est toujours intéressant, même quand on parle de faire tourner les tables, parce que l'écriture d'un film, quand on va rechercher des gens qui ont vraiment existé, il y a des histoires extraordinaires de coïncidences où les morts s'invitent à la table. Et ça, c'est assez magique. Et par rapport au son, effectivement, et par rapport en fait, on dit que les épées, elles chantent. Et c'est ce qu'on dit. Et c'est vrai qu'en fait, elles chantent chacune d'une manière différente. Il y a le fleuret, il y a l'épée, il y a le sabre. L'épée pointe, hein, c'est des pointes, mais ça coupe aussi, ça coupe dans l'air, ça coupe l'air. Le sabre, ça tranche. Et puis le fleuret, ça siffle, hein, c'est très beau. Mais c'est vrai qu'il y avait un gros travail sur le son. Hein, je suis vraiment je suis très admiratif, en fait, du travail qu'on a fait avec toute l'équipe du son et du montage son et des bruitages et tout ça, parce qu'il y a vraiment un travail absolument extraordinaire du son.
Et chaque combat avait ses particularités sonores. Donc chaque combat avait son propre caractère, sa propre identité. Et donc c'est pour ça qu'en fait chaque combat est vraiment très différent l'un de l'autre. Donc voilà. Je voulais vous remercier. Je pense que vous êtes fatigués, que vous avez peut-être envie d'aller vous coucher, peut-être manger, je ne sais pas, ou peut-être voir un autre film, j'en sais rien. Mais je vais juste dire pour le mot de conclusion. Est-ce que tu veux dire quelque chose, Laurent ? Quel honneur. Non, moi, je comprends tellement les gens quand on est dans une salle, on se tape 1h40 de film, après on parle, donc je pense que vous avez tous envie d'y aller. Ou sinon on peut boire une bière à la fin tous ensemble et parler encore du film. Non, en vrai, merci beaucoup d'être venu, ça nous touche vraiment de nous avoir écoutés. Et j'espère que le film vous a plu et qu'il vous a autant plu que vous puissiez en parler autour de vous et que vous puissiez dire à tous vos proches d'y aller parce que c'est très important de voir des beaux films. Et voilà, donc merci encore à tous et passez tous une bonne soirée. Merci beaucoup. Pas pour vous voler le dernier mot, mais en fait, on a quand même un partenaire, vous avez déjà vu, qui est Sébastien Papillon, qui offre quand même très souvent. Chocolat, Je viens de manger une boîte entière. on voulait vous offrir un petit bouquet. Et cette fois-ci, on vous réapplaudit et on vous remercie mille fois pour la qualité de cette rencontre et pour cette film. Voilà. Bravo, 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 bravo. Merci, et c'est Sébastien Papillon. Il est une éminence.